Bonjour Jacques, Merci Olivier. je vous laisse la scène pour vous. Merci, bonjour. Merci. Bonjour, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir échanger sur mes rêves et passions pour la recherche océanographique, comme nous allons voir, océanique en quelque sorte, et spatiale, qui sont très très liés. Et pourquoi? Pour bâtir ce futur dont on parle, mais moi plus en tant qu'architecte, sur le biomimétisme. C'est donc de l'océan que naîtra le destin et de l'espace, le destin des civilisations à venir. Alors dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu cette passion. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Peut-être parce que j'ai vécu mes premières années au bord de l'océan, en Afrique, sur ces grandes plages africaines et au bord des lagunes, où il y avait une biodiversité absolument extraordinaire. Et cette biodiversité m'a fasciné. Et après mes premières lectures, après avoir vécu ces moments de l'existence au bord de ces grandes plages africaines, mes premières lectures, évidemment, c'était Jules Verne, 20 milieux sous les mers, le Nautilus, ça vous dit tous quelque chose. Puis, de la Terre à la Lune, bien sûr. J'ai toujours lié ces deux passions, de la Terre à la Lune. Et puis, un peu plus tard, très peu, Gagarine. Gagarine. Incroyable. Gagarine part dans l'espace en même temps. Vous imaginez, en même temps, le commandant Cousteau crée sa première maison sous-marine. Et l'immerge au large de Marseille. Ces deux grandes aventures vont bouleverser l'humanité. Et bouleversent, à l'heure actuelle, notre engagement par rapport à la mer. Vous allez voir pourquoi. Alors, vous voyez, ces deux grandes aventures nous entraînent vers une nouvelle civilisation, vers de nouvelles découvertes. On n'a pas conscience que ces découvertes, ce foisonnement de découvertes de l'espace ou du monde sous-marin, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans les technologies, l'innovation, ont un impact quotidien et de plus en plus important, non seulement dans la connaissance scientifique, bien entendu, des océans, ou dans notre mode de vie. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'humanité est intimement liée à l'océan. Les marins ont parcouru les mers du monde de continent en continent pour la découverte de notre planète et des civilisations, mais pas du monde sous-marin. Pas du monde sous-marin. Il y a à peine 100 ans qu'on entrevoit ce que représente ce monde fragile dont on a parlé il y a quelques instants. Et aujourd'hui, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde de l'espace, comme sur cette photo vue de nuit, l'ensemble du littoral, là, européen, mais planétaire, on s'aperçoit de nuit la densité lumineuse de l'impact que représente justement notre civilisation sur ce littoral si fragile. Au début du XXe siècle, on était à peine 2 milliards. 20% vivaient le long du littoral. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. 7 milliards. 50% des êtres humains vivent le long du littoral. 50%. Demain, en 2050, c'est-à-dire vraiment demain, on va être 10-11 milliards. 75%, vous m'avez entendu, 75% des gens vont vivre le long du littoral. Ça veut dire un impact énorme. 7 milliards, le chiffre en 2050, 7 milliards de personnes, d'êtres humains, vivront le long du littoral. Alors ne tombons pas, enfin c'est pas ma façon de voir les choses, ne tombons pas dans le catastrophisme, soyons lucides et essayons d'apporter des solutions. On travaille dans notre agence d'architecture Rougerie-Tangram, dans notre lab de recherche et d'innovation. On travaille justement sur cette problématique. Et j'ai créé, il y a une dizaine d'années, avec le Prince Albert, une fondation pour engager les jeunes architectes, ingénieurs, sociologues, biologistes et cette transversalité des disciplines, les engager vers, au niveau international, sur ces grands enjeux, avec passion, avec audace, d'une façon résiliente, mais surtout avec prudence, car la problématique de la montée du niveau des océans et de l'impact sur le littoral est très complexe et en même temps des milieux
la problématique est très diversifiée. Il n'y a pas une solution. Il y a des multitudes de solutions qu'il faut appréhender en 3 générations. Donc, faisons ce que disait Bonaparte, allons doucement, nous sommes pressés, tout en étant lucides. Donc, on a fait un certain nombre de projets dans notre lab, comme je vous disais, dans notre agence d'architecture, notamment en Polynésie française, pour essayer de maintenir ces peuples iliens sur leur territoire ancestral. Parce que la grande problématique, elle est là. Il va y avoir 1 milliard, d'après l'OCDE, ce n'est pas mes calculs à moi, bien entendu, 1 milliard d'individus qui sont impactés. Mais il y a à peu près 600 millions de réfugiés climatiques. Donc l'idée qu'on essaye avec cette fondation, vous verrez des projets, c'est de maintenir sur place à travers des structures, à travers le génie humain, de la technologie, le côté positif de la technologie, et non pas le côté pessimiste et la dégradation de la technologie. Alors comment faire? Eh bien justement, on l'a évoqué rapidement. Donc à mon petit niveau, avec toute notre équipe, on a essayé et moi depuis toujours, j'ai été fasciné par Léonard de Vinci. Je suis fasciné par le génie de la nature. 3 milliards 800 millions du génie de la nature, c'est une banque de données extraordinaire. Le biomimétisme, la bioinspiration, la transversalité des disciplines à travers ce biomimétisme. L'infiniment petit dont vous avez parlé avec Tara et l'infiniment grand qui est l'espace. Alors Léonard de Vinci, vous vous rendez compte, il y a 500 ans, on disait à ses élèves, il y a 500 ans, et on a attendu 500 ans pour le comprendre. Et quand il y a eu la révolution industrielle, on a gommé cet aspect-là, ce qui est dommage. Il y a 500 ans, il disait à ses élèves, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est votre futur. La nature construit les plus belles courbes, construit les plus belles courbes, les plus belles formes et les meilleurs matériaux. Donc, on a puisé à travers ce génie. Là, c'est par exemple un exemple de mes premières recherches. Je me suis inspiré du crabe araignée pour construire un engin qui va se déplacer avec un minimum d'énergie le long de la plage et pénétrer sous la mer. Et très vite, on a poursuivi ces recherches en créant, là aussi, en s'inspirant de l'argironnette. Vous voyez la photo au milieu en bas. C'est une araignée qui crée des bulles d'air et qui vient se réfugier à l'intérieur de ces bulles d'air pour ne pas se faire manger par les prédateurs. Vous avez ces micro-organismes et on s'est inspiré de ce génie de la nature pour construire ce premier village, pour imaginer, ce premier village d'entraînement d'astronautes et d'aquanautes de mériens sous la mer, au large des îles Vierges, par moins 35 mètres de profondeur. Alors tout ça peut paraître des rêves, mais non. D'abord, il faut avoir des rêves. Ayez tous des rêves. Les jeunes nous montrent justement qu'il faut avoir des rêves et qu'il faut continuer ces rêves, comme Emmanuel et Ghislain, comme les Bardou, comme Tara. On a besoin, comme Jean-Louis Etienne, comme tant d'autres. On a besoin de rêver, de bâtir ces rêves, pas le rêve pour le rêve. Moi, je suis un grand rêveur, mais un grand rêveur pragmatique. C'est-à-dire que j'ai besoin de bâtir ce rêve. Alors, non seulement, à travers toutes ces recherches, il y a quelques années, non seulement j'ai imaginé une maison sous-marine de nouvelle génération, puisque c'est Cousteau qui a créé les premières maisons sous-marines, puis après les Américains, il y a eu 36 maisons sous-marines. Il y a quelques années, j'ai donc dessiné cette maison sous-marine, mais avec un esprit sur l'environnement, l'impact sur l'environnement, évidemment. Si on va sous la mer, si on va dans l'espace, ce n'est pas pour faire ce qu'on a fait depuis un siècle sur les phénomènes de pollution. Donc c'est avec un autre paradigme de développement, une résilience pour qu'il y ait vraiment un rapport avec ce milieu qui corresponde à l'évolution de l'humanité. Donc cette première maison sous-marine qu'on a construite, qui est au Japon maintenant, que non seulement je l'ai expérimentée, vous voyez, mais avait vraiment quasiment pas d'impact sur le milieu sous-marin. Je voulais aussi que ce soit un balcon ouvert sous la mer. Ces dômes font 2,20 m de diamètre en polycarbonate, et donc je voulais qu'il y ait vraiment une osmose par rapport au monde sous-marin. Alors, j'ai réalisé aussi
Après Galatée, cette première maison sous-marine, Hippocampe 1, Hippocampe 2. Alors, il faut savoir qu'une maison sous-marine, c'est pour vivre 24 heures sur 24, en osmose. 24 heures sur 24, vous êtes sous la mer. C'est plus du tout le même débat que quand vous plongez. Bien sûr, la plongée, c'est super important. Mais vous vivez que quelques heures, vous êtes coupé du milieu. Quand vous vivez dans une maison sous-marine, et j'ai eu la chance de faire 13 expériences d'habitat sous la mer, de faire les records du monde sous la mer, 69 jours sous la mer. C'est que du bonheur. Vous sortez de votre maison sous-marine quand vous voulez. Vous avez ces poissons, ces animaux qui sont là, curieux. En réalité, la nature est curieuse. Quand elle voit que vous vous adaptez à leur milieu, eh bien, ils deviennent très familiers. Ils attendent qu'une chose, c'est que vous sortiez de la maison sous-marine pour aller faire un certain nombre d'expériences scientifiques ou d'ergonomie, et ils vous suivent, ils vous regardent. Voilà. Et déjeuner sous l'eau, travailler sous l'eau, tout le côté artistique dont vous avez parlé, dont Tara s'occupe, le côté artistique sous-marin, l'accompagnement artistique est fondamental pour ces grandes aventures humaines, que ce soit spatiales ou sous-marines. Regardez Thomas Pesquet, il a joué du saxophone. Jean-Loup Chrétien, il a joué de l'orgue. Et ben nous, on fait des concerts sous-marins en même temps que ces expériences. Alors, un de mes rêves aussi, c'était de me faire une cabane sous la mer. Vous savez, quand on est un enfant, moi j'ai des rêves d'enfant, c'est de faire des cabanes dans les arbres. Ben moi, c'était de faire des cabanes sous la mer. Donc, avec ces technologies, d'une simplicité qui est l'aquabulle, vous voyez, complètement autonome, très simple, avec des bouteilles de plongée classiques. C'est une bulle d'air sous l'eau qui, pour 3 personnes, vous passez quelques instants, vous voyez, sous l'eau, pour des recherches, le plaisir, bien sûr, le côté sensoriel, sensuel que représente l'élément aquatique, mais aussi pour, évidemment, être un observatoire sur de longue durée. Toujours cette volonté que j'ai de la permanence sous l'eau. Ça change tout. L'océan est tellement important. On vous l'avait dit, Olivier, c'est 71% de la surface du globe. C'est une couche d'eau sur ces 71% de 3,7 km d'épaisseur. Waouh! 11 000 mètres de profondeur. Jacques Picard, qui a été au plus profond, qui m'a justement accompagné sur ce projet Sea-Orbiter dont on va parler. Mais donc, c'est tellement immense qu'il faut des dizaines de projets comme Tara. Il faut des dizaines de projets comme Under the Pole, comme Jean-Louis Etienne et tant d'autres. Il faut tous ces projets pour comprendre ce que représente l'univers subaquatique, qui s'ouvre à l'humanité, qui s'ouvre à la jeunesse, qui s'ouvre aux start-up de demain, dans une résilience, pour une Blue Society, pour une Blue Economy, dans le bon sens de la Blue Economy. Alors, je vous disais, c'est la permanence sous l'eau qui est fondamentale. Il faut une station ou des stations océaniques permanentes sur des très très longues durées sous la mer, ou entre l'interface air, océan, milieu sous-marin. Eh bien, c'était tout simple. C'était tout simple. Fil à couper le beurre. Ça ne pouvait pas être un bateau. Un bateau n'est pas fait pour dériver dans la masse océanique. Un bateau n'est pas fait pour cette permanence sous la mer. Donc, avec Jacques Picard, on a imaginé cet engin, ce vaisseau des temps futurs, cette station ISS de l'espace sous la mer. Donc, c'est une base permanente qui permet à 18 plongeurs, sur de longues durées, d'observer sous la mer, telle une ruche d'où partent des abeilles, soit des êtres humains, soit des robots, qui partent butiner la connaissance des océans pour l'offrir donc au niveau éducatif et à l'ensemble de l'humanité. Je vous propose de voir le film Sea-Orbiter. Imagine a silvery ship drifting with the currents at the very heart of the ocean. At the dawn of the third millennium, Sea-Orbiter announces a unique expedition into the oceanic world and a new impetus for the conquest of our blue planet. Its mission: explore the ocean, still widely unknown, in order to better understand its mechanism and educate our societies regarding its critical role for the planet. Thanks to its slow drifting pace and its vast autonomy, it will allow long-term stays for a large family of explorers, continuous day and night observation of the seemingly endless wealth of marine life forms,
permanent and easy access to the undersea world, allowing perfect symbiosis with the aquatic universe. All these features make Sea Orbiter the first nomadic international oceanic station wandering amidst the mightiest of gardens. The ocean. A true sentinel, arising above the main oceanic streams, it will host a permanent scientific laboratory and a unique educative communication platform, which will allow the planetary radiance of its exploratory adventure. On board this ship, and for the very first time ever, a crew of 18 will be able, and over very long periods, to live under the sea 24 hours a day, with ability to deploy a number of exploration devices which will expand Sea Orbiter's capacity to investigate further the abyss, a world of the unknown. Equipped with multiple sensors and linked with satellites, it will allow the reinforcement of scientific knowledge about the oceanic impact on the atmosphere and the planet's climate change. All tests carried out at Marintech, Europe's largest simulation laboratory, located in Norway, proved successful. The greatest storms could not affect Sea Orbiter's stability nor hinder its operations. Bearing the spirit of adventure which lives on in humanity, Sea Orbiter has been conceived to set up a new relationship between man and the ocean and develop a large education plan in order to help the future generations to better face the challenges of tomorrow. Le projet Sea Orbiter est reparti parce qu'on était en stand-by pour des questions, parce que toutes ces grandes aventures, il faut aller chercher l'argent et c'est le plus difficile, croyez-moi, à tout point de vue, et ça prend beaucoup de temps, d'énergie, et c'est pas ma tasse de thé en plus, donc c'est encore plus complexe. Donc c'est un programme qui a plus de 10 ans, mais qui est reparti. On nous a demandé de repartir, là on a un partenaire très solide. Voilà, donc c'est reparti depuis One Ocean Summit. Donc j'espère qu'un jour vous vivrez avec moi cette passion. Et si certains d'entre vous ça intéresse, eh bien, venez à bord, j'en serai ravi. Alors tout ça, c'est évidemment, tous ces projets, c'est pour l'éducation, la connaissance, et c'est vraiment pour ça, c'est pour les jeunes, c'est bâtir ce futur. Donc on travaille aussi avec la Fondation énormément sur les classes de mer, sur amener justement à travers ces petits cabanons sous l'eau, vous voyez, complètement transparents, on amène les enfants à quelques mètres sous l'eau plonger pour comprendre cette biodiversité et tout. Donc on fait tout un travail à ce niveau-là. Alors justement, la Fondation, c'est vraiment mon rêve, ma passion de transmettre à ces jeunes ce que représentent ces grands enjeux et de leur passer le flambeau. Et c'est maintenant, comme disait Michel Serres, c'est les jeunes qui nous montrent le chemin de l'avenir. Parce que c'est eux qui ont l'intuition, qui ont la générosité, justement, d'oser, d'être audacieux pour bâtir ce futur. Alors, on a à l'Institut de France, on a une fondation qui porte mon nom, et internationale, et qu'on offre aux jeunes la possibilité de s'exprimer dans cette transversalité des grands enjeux de bâtir le monde de demain par rapport à l'océan. Alors rapidement, peut-être, on va voir, il y a plus de 12 000 candidats. Le film, rapidement, tu me fais signe qu'il faut que j'arrête. Il y a 12 000 candidats de plus de 135 pays, et chaque année, on remet donc ces prix. Et on remet aussi les prix de l'art dans l'espace et de l'art sous la mer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, parce que je vois que Olivier... Merci Olivier. Merci Jacques. Désolé de devoir vous presser un petit peu. Malheureusement, le temps passe. En tout cas, l'objectif de cette session, c'était de vous montrer plusieurs choses. L'importance de l'océan, l'importance de le préserver, et puis communiquer cette passion extraordinaire que tous nos intervenants ont apportée. Et j'espère que c'est ce que vous retirez avant tout, cette passion, cette beauté de l'océan et l'importance de le protéger et de le régénérer. Je vous remercie, et puis profitez bien du reste du programme de Change Now.